Une route a survécu aux pluies et personne ne l'attendait. Pendant que les infrastructures classiques absorbent des budgets énormes, une solution rudimentaire fondée sur des pneus usagés promet de réduire les coûts et de rendre la décision plus locale. Pourquoi ce détail devrait-il compter pour votre quotidien et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il accepté d'emporter le risque politique? Parce qu'une route ordinaire peut déplacer durablement l'économie, la confiance et la souveraineté d'un pays. Vous avez besoin de savoir ceci. Un test réel a traversé la saison des pluies sans se rompre et un chiffre, près de 40% d'économie, force déjà les sceptiques à regarder les faits. Vous avez besoin d'entendre la suite. Ce récit ne promet ni miracle technique, ni héros providentiel. Il promet une méthode. Vous allez comprendre. C'est en quelques minutes comment une piste rurale devient un levier de choix public. L'enjeu dépasse la construction. Quand les pluies coupent les axes, l'accès aux soins, à l'école et au marché s'effondre, et chaque déplacement devient un pari logistique. Le pari, ici, n'est pas de construire autrement pour surprendre, mais de décider autrement pour tenir dans le temps. Une alternative locale coûte moins cher, mobilise des compétences sur place et réduit l'attente de financements extérieurs incertains. Mais elle expose aussi un État à une question simple. Qui assume l'échec si la route cède et qui bénéficie si elle tient? Dans les prochaines séquences, le fil suivra trois choses. La preuve observée sous la pluie, les chiffres qui déplacent le débat et les résistances qui se réveillent dès qu'un modèle menace des intérêts installés. C'est à la fin, il ne restera pas une morale, mais un critère. Juger une politique par sa continuité d'accès, pas par son prestige. La question n'est plus théorique, une section test a traversé la saison des pluies sans se rompre, et un chiffre, près de 40% de réduction des coûts de construction, a suffi pour déplacer la discussion vers les faits. Ce premier verrou referme la curiosité ouverte au début. L'initiative associée à Ibrahim Traoré n'est pas une idée brillante racontée depuis une tribune, mais une preuve limitée, observable, critiquable. Dans un pays où l'état des pistes rurales conditionne les gestes ordinaires, passer du discours à la preuve change la hiérarchie des arguments. La pluie devient l'arbitre et la boue le laboratoire. Le contexte explique pourquoi un test de quelques kilomètres pèse autant. Dans de vastes zones rurales, les pistes se défont dès que la saison humide s'installe. Les villages se retrouvent isolés. Les trajets vers les marchés, les écoles ou les centres de santé cessent d'être des routines et deviennent des expéditions. Cette fragilité n'est ni nouvelle ni secrète, mais elle est souvent traitée par des projets lourds, chers et dépendants d'acteurs extérieurs. L'infrastructure arrive alors comme une promesse, puis s'épuise dans la maintenance. C'est dans cet espace contraint que s'insère la solution des pneus usagés. Le raisonnement paraît simple, transformer un déchet abondant en matériau utile, réduire les coûts, limiter la dépendance aux entreprises étrangères et impliquer directement les communautés concernées. Pourtant, la simplicité masque une équation fragile. Une route qui tient une saison n'est pas encore un modèle. Elle doit résister aux intempéries répétées, s'intégrer aux usages locaux et rester économiquement viable sur la durée. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme l'inventeur d'une technique que comme le catalyseur d'un test national, assumant que l'idée soit jugée sur un terrain ingrat, le temps, l'eau et l'usage quotidien. À ce stade, le projet n'a pas gagné. Il a franchi une frontière décisive, rendre l'option impossible à écarter sans examen sérieux. La suite montrera comment une décision modeste reconfigure budget, compétences locales et rapports de force avant que les intérêts ne ripostent. Le récit quitte maintenant le niveau des annonces pour suivre une figure de terrain, presque invisible dans les discours officiels. Ce n'est ni un ministre, ni un expert international. C'est un chef d'équipe locale chargé d'organiser la collecte, le tri et la préparation des pneus. Sa mission paraît banale, mais elle est décisive. Sans logistique régulière, il n'y a pas de chantier. Sans chantier, il n'y a aucune preuve. Il doit convaincre les habitants de participer, coordonner des points de dépôt, puis synchroniser le rythme de la collecte avec celui des travaux. La route cesse d'être une promesse, elle devient une suite d'actions concrètes. Autour de lui, les premiers effets ne se lisent pas en slogan, mais en micro-changements. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles décrit la saison des pluies comme un système d'attente forcée.
Le problème n'est pas la quantité récoltée, le problème est la régularité. Perdre une journée entière parce que la piste s'effondre, c'est perdre un marché, un prix, une marge. Quand une section reste praticable, elle ne rend pas la vie facile, elle la rend planifiable. Un agent de santé rapporte un impact analogue. Avant, une route endommagée retardait les consultations et compliquait les urgences. Après, l'intérêt principal n'est pas la modernité de la chaussée, mais sa continuité au moment où tout lâche ailleurs. La technique retrouve alors son sens. Accès, fiabilité, confiance. À ce stade, le projet n'a pas besoin d'être aimé, il doit être compris. Une route stable change des vies avant même les chiffres. Et c'est précisément ce basculement, discret mais concret, qui prépare le conflit à venir. Autrement dit, la souveraineté commence souvent par une routine qui tient. Avant, les pistes cédaient dès les premières pluies, après une section test tient et l'évidence vacille. Tout commence par un geste sans prestige. Transformer un déchet en ressource. Des pneus usagés, promis à la décharge ou au brûlage, deviennent un matériau à collecter. La collecte se structure. Des points de dépôt apparaissent. Des équipes locales s'organisent. On apprend à trier, on apprend à nettoyer, on apprend à préparer. Très vite, une règle se dévoile. Sans flux régulier, il n'y a pas de route. Et sans route, il n'y a rien à défendre. L'activation du projet, soutenue par Ibrahim Traoré, n'est donc pas une inauguration. C'est une chaîne logistique. Elle exige une discipline quotidienne. Qui passe chercher les pneus, qui surveille la qualité, qui refuse les lots inutilisables, qui stocke, qui transporte. La route commence bien avant le chantier, dans la capacité à faire circuler une matière négligée, puis vient la pause. C'est les premiers mètres attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Les méthodes classiques, coûteuses et souvent dépendantes d'entreprises extérieures, servent de comparaison implicite. Ici, on travaille avec ce qui est disponible sur place. La construction devient visible, presque pédagogique. On ne cache pas les étapes, on expose le processus. La simplicité n'est pas un slogan, elle devient une preuve de maîtrise. Organiser, répéter, corriger, la montée en puissance crée un premier conflit silencieux. Certains observent avec curiosité, d'autres avec suspicion. La question n'est pas seulement technique, elle touche à l'autorité. Qui décide des méthodes et qui profite des marchés? Tant que la route reste une idée, la critique reste abstraite. Dès qu'elle devient un chantier, la critique se matérialise. Ensuite arrive l'épreuve qui ne se négocie pas. La saison des pluies, elle agit comme un juge brutal. Là où les pistes traditionnelles se fissurent, s'affaissent ou disparaissent sous l'eau, la section en pneus traverse les intempéries sans dommages majeurs. C'est le moment où l'hypothèse fragile cesse d'être une spéculation. Elle devient un résultat observable. L'ambiance change, la discussion s'ouvre, les sceptiques ne peuvent plus dire impossible sans regarder. Le climax, lui, n'est pas une célébration. Il se produit quand les comparaisons économiques émergent, le récit avance près de 40% de réduction des coûts de construction, puis environ 30% de baisse des coûts d'entretien. Et un indicateur qui donne une échelle physique au projet, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Et ces chiffres ne servent pas à proclamer une victoire. Ils servent à rendre l'option difficile à écarter. Ils transforment une curiosité en alternative. Mais c'est précisément ici que la route devient un enjeu. Une économie de cette ampleur fragilise des positions établies. Des entreprises de construction sentent le sol bouger. Les critiques se durcissent. On parle de durabilité à long terme. On parle de sécurité. On parle de normes, on exige des validations indépendantes. La question se déplace, ce qui était toléré comme une expérimentation rurale commence à être perçu comme une menace pour un modèle plus large. La phase de réplique s'installe alors, non pas parce que la route casse, mais parce qu'elle tient. Le projet quitte le simple chantier pour entrer dans un espace de confrontation où intérêts économiques, ses crédibilités techniques et choix politiques s'affrontent. Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une idée, il devient associé à un risque, celui d'étendre une méthode avant d'avoir épuisé toutes les preuves, et celui de reculer après avoir montré que l'alternative peut fonctionner. Et c'est la question laissée en suspens. Si cette route a tenu une saison, que se passe-t-il quand elle veut devenir une règle plutôt qu'un test? Avec les méthodes rurales classiques, le budget grimpe vite pour une durabilité incertaine. Ici, l'usage de pneus recyclés
annonce une bascule mesurable, près de 40% de réduction des coûts de construction. Cela signifie, à enveloppe constante, davantage de kilomètres rendus praticables, sans attendre des financements extérieurs. L'indicateur n'impose pas une victoire. Il impose une comparaison et une question. Combien coûte la continuité d'accès ? Et cette comparaison, justement, sert de filtre avant toute généralisation nationale précipitée possible. Un premier repère s'impose, 40% d'économie à la construction. Autrement dit, plus de tronçons possibles, sans accroître la dépendance financière. Un deuxième repère suit, environ 30% de baisse des coûts d'entretien. Autrement dit, la route reste fonctionnelle plus longtemps avec moins de ressources. Un troisième repère complète l'ensemble, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Autrement dit, un déchet encombrant devient stock utile au lieu d'être brûlé. Ces trois mesures jouent chacune un rôle différent. La première touche au choix politique. Quand le coût de départ baisse fortement, la carte des priorités peut être redessinée. La deuxième vise le point faible habituel des infrastructures, la maintenance. Beaucoup de projets échouent, moins par manque d'inauguration que par manque de réparation. Une réduction d'entretien change la logique, car elle réduit le risque de voir la route revenir à l'état de piste après quelques saisons. La troisième donne une échelle concrète au recyclage dans un contexte où les pneus finissent souvent en fumée et en pollution. Pourtant, ces chiffres ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent être lus comme des repères de débat, pas comme des certificats définitifs. La preuve reste partielle. Une section qui tient une saison ne garantit pas une performance stable sur des axes plus sollicités. La réduction de coûts n'a de valeur que si la route continue de tenir quand l'usage s'intensifie. Et la promesse environnementale n'est réelle que si la collecte reste régulière, organisée et socialement acceptée. C'est ici que la méthode défendue par Ibrahim Traoré devient plus importante que la technologie. Les chiffres ne sont pas présentés comme des promesses futures. Ils sont présentés comme des résultats observés, donc discutables. Au lieu d'un grand projet figé, on obtient une séquence. Tester vite, observer, corriger, puis étendre uniquement ce qui résiste au réel. Les métriques deviennent des garde-fous. Elles permettent de répondre à la critique sans tomber dans l'idéologie. Elles déplacent aussi le conflit. Une économie de 40% bouscule les réflexes établis car elle suggère qu'une partie des dépenses passées relevait d'une fatalité acceptée. C'est une baisse d'entretien remet en cause les cycles où l'on reconstruit au lieu de maintenir. Et un volume de 10 000 pneus par kilomètre oblige à imaginer des filières locales, donc des emplois et des compétences. Le chiffre n'est plus seulement technique, il devient social. Ces données éclairent la question centrale, comment choisir entre une solution importée, certifiée, mais chère, et une solution locale, moins coûteuse, mais encore incertaine à long terme. À ce stade, le projet n'exige pas un verdict enthousiaste. Il exige une lecture rigoureuse. Si les économies annoncées se confirment sur plusieurs saisons, l'État gagne une marge de décision. Si elles s'effondrent, l'échec renforcera les modèles dominants. Les chiffres ne tranchent pas le débat, ils empêchent simplement de l'éviter. Les opposants au projet avancent d'abord un argument technique qui mérite d'être pris au sérieux. Selon eux, une route fondée sur des pneus recyclés peut fonctionner à petite échelle, sur un tronçon pilote, mais elle risque de se dégrader si le trafic augmente ou si les saisons humides se répètent avec une intensité inhabituelle. La résistance observée une fois n'équivaut pas à une performance stable sur plusieurs années. Leur point n'est pas de ridiculiser l'idée, mais de rappeler que l'infrastructure se juge au temps long, pas à l'effet de surprise. Ils ajoutent un deuxième argument, tout aussi solide, la sécurité et la normalisation. Les méthodes classiques s'appuient sur des standards internationaux éprouvés, des protocoles de contrôle, des responsabilités claires en cas de litige. Une approche marginale, peu certifiée et encore peu validée par des évaluations indépendantes à long terme, exposerait l'État à des risques juridiques et financiers. Généraliser trop tôt reviendrait, selon eux, à transformer une expérimentation en obligation sans filet. Ces réserves ne sont pas infondées. Elles obligent à éviter le piège d'une lecture héroïque où toute innovation locale serait automatiquement supérieure. Mais la réponse des défenseurs du projet
repose sur un contrepoint opérationnel et non sentimental. Les routes visées ne sont pas des autoroutes à trafic intensif, ce sont des axes ruraux où la priorité n'est pas la vitesse ni le volume, mais la praticabilité pendant la saison des pluies. Le critère principal est la continuité d'accès, car l'échec habituel est l'isolement. Dans ce cadre, l'argument devient « la méthode n'est pas universelle », car elle est ciblée. On ne cherche pas à remplacer tous les standards, mais à construire une option adaptée à un besoin précis avec des matériaux disponibles et des compétences locales. Cela change la manière de juger la durabilité. On compare une solution qui tient sous la pluie à des pistes qui cèdent régulièrement, plutôt qu'à des routes nationales conçues pour d'autres contraintes. Ibrahim Traoré, dans cette logique, n'a pas besoin de nier les limites. Il peut les intégrer au raisonnement, définir des usages, fixer des seuils, mesurer la maintenance et étendre seulement ce qui résiste. Le débat quitte alors l'opposition binaire entre modernité et bricolage. Il devient une question de calibration. Pour quels besoins exacts cette solution est-elle pertinente? C'est et à quelles conditions peut-elle se reproduire sans dégrader la sécurité? Le projet change d'échelle et à ce point précis, l'initiative cesse d'être perçue comme une expérimentation isolée. Elle devient un signal stratégique parce qu'elle introduit une règle nouvelle. L'État peut tester vite, observer, corriger, puis étendre seulement ce qui résiste au réel. L'innovation ne tient donc pas uniquement aux matériaux, mais à la manière de décider. Une route en pneus recyclés, dans ce cadre, sert de prototype politique autant que d'ouvrage. Ce déplacement modifie la position d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus seulement celui qui autorise un pari local, il devient celui qui assume publiquement un changement de logique. Privilégier l'adaptation au terrain plutôt que l'alignement automatique sur des modèles importés. Si la posture n'est pas spectaculaire, elle est pragmatique, elle s'appuie sur une preuve partielle mais visible et accepte que l'évaluation continue fasse partie du processus. La révélation se trouve dans ce glissement discret. Au lieu d'un grand projet figé, conçu loin du terrain, on obtient une méthode itérative. Elle réduit le coût de l'erreur parce qu'elle limite l'engagement initial tout en rendant la correction possible. Dès lors, la question centrale change. Non pas cette route est-elle atypique, mais cette manière de construire peut-elle devenir une règle d'action durable? Les effets de l'initiative ne se lisent pas de la même manière selon les acteurs, et c'est précisément cette diversité qui permet de juger si le projet dépasse le symbole. Du côté des institutions nationales, l'enjeu est budgétaire et stratégique. Une réduction proche de 40% des coûts de construction signifie qu'à ressources constantes, davantage de connexions rurales peuvent être rendues praticables sans dépendre entièrement de financements extérieurs incertains. Cette marge de manœuvre modifie la façon d'arbitrer. Relier des villages devient une décision plus fréquente, moins rare, donc plus politique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'oppose pas une solution locale au standard. Il élargit la palette des options crédibles et ce faisant, redonne de la latitude là où la contrainte budgétaire dictait tout. Du côté des acteurs économiques locaux, notamment les producteurs agricoles et les petits commerçants, la conséquence est plus immédiate. Une route praticable pendant la saison des pluies ne promet pas une hausse soudaine des revenus, mais elle réduit l'incertitude. Pouvoir rejoindre un marché sans attendre des jours entiers que la piste sèche change la planification, la régularité des échanges et la gestion des stocks. La vendeuse évoquée plus tôt ne récolte pas davantage. Elle vend plus régulièrement, au bon moment, au bon prix, sans perdre une journée entière à espérer que la boue se retire. Cette stabilité, rarement mise en avant dans les grands discours sur l'infrastructure, pèse lourd dans des économies rurales fragiles. Du côté des populations, l'impact se mesure en continuité d'accès. Accès à l'école, aux soins, aux services administratifs. Quand une route tient au moment où les autres cèdent, les gestes ordinaires deviennent des routines fiables. Le gain n'est pas seulement du temps, c'est de la prévisibilité. Et cette prévisibilité produit un effet rarement comptabilisé, la confiance. Les habitants n'adaptent plus leur vie à l'état de la piste, ils intègrent l'accès comme une constante et réorganisent leurs choix autour de cette normalité retrouvée. Du côté des observateurs extérieurs, enfin, l'initiative agit comme un révélateur. Ici,
L'innovation n'est ni haute technologie, ni importation massive. C'est une réorganisation de ressources disponibles. Le fait d'utiliser près de 10 000 pneus par kilomètre attire l'attention sur une convergence entre infrastructure, environnement et emploi local. Le récit indique aussi qu'environ 70% des travailleurs impliqués proviennent des communautés concernées, associant la route à une montée en compétences, donc à une capacité de maintenance plus autonome. Au total, l'impact réel ne se mesure pas seulement en kilomètres, mais en capacité nouvelle, décider, maintenir, adapter. Ça, la route ne change pas tout, elle change assez pour obliger à regarder autrement ce qui semblait immuable. À 6 à 12 mois, l'initiative peut suivre 3 trajectoires distinctes sans qu'il soit nécessaire d'en assigner une probabilité. Le point clé est ailleurs. La méthode ne vaut que si la chaîne complète tient, de la collecte à l'entretien. Et c'est précisément là que se loge la question laissée ouverte. Qu'est-ce qui casse en premier quand on veut passer du pilote à l'échelle nationale ? Dans une trajectoire plus probable, la consolidation se fait progressivement. Les sections pilotes sont stabilisées, puis étendues par grappes dans les zones où la praticabilité sous la pluie est l'enjeu principal. La logique reste prudente. On choisit des axes secondaires, on relie des marchés, des écoles et des centres de santé, puis on compare les performances saison après saison. L'attention se déplace vers des règles de qualité et des routines de maintenance simples. Ici, la réussite ne dépend pas d'un moment spectaculaire, mais d'une répétition disciplinée. Même geste, même contrôle, même correction. Si cette voie domine, le projet devient une pratique publique sans se transformer en slogan. Dans une trajectoire plus favorable, l'accélération se combine à la diffusion. L'adhésion locale se renforce, les centres de collecte se multiplient et l'organisation du travail devient plus fluide. Les économies sur la construction et l'entretien libèrent des marges pour d'autres priorités, ce qui renforce la légitimité de l'approche. À mesure que les preuves s'accumulent, l'initiative cesse d'être un cas singulier et devient un modèle potentiel observé au-delà des frontières. Le moteur ici n'est pas la communication, mais l'effet d'entraînement. Plus la méthode se répète, plus elle devient transmissible, donc moins elle dépend d'une figure politique ou d'un contexte unique. Dans une trajectoire plus heurtée, résistance et fragilité se renforcent. Les critiques techniques et réglementaires s'intensifient. Des difficultés logistiques apparaissent. Flux de pneus irréguliers, coordination fragile, accès limité à certaines zones. Une défaillance visible, même localisée, suffit à réduire la confiance et à figer l'extension. Le projet reste alors cantonné à quelques régions et perd sa capacité d'entraînement. Dans ce cas, l'échec ne vient pas forcément de la route elle-même, à ça met d'un maillon négligé, collecte, préparation, contrôle ou entretien. Quel que soit le chemin, une recommandation de lecture s'impose. Juger l'initiative sur sa cohérence opérationnelle. Si chaque maillon reste aligné, la promesse tient. Si un seul maillon cède, la méthode entière est remise en question. À ce stade, l'enjeu cesse d'être institutionnel pour devenir intime, parce que la route touche des décisions ordinaires. Quand une piste reste praticable pendant la saison des pluies, le premier gain est le temps. Moins d'heures perdues, moins de trajets annulés, moins de journées suspendues à la météo. Ce temps récupéré n'est pas un luxe, il devient une marge d'action. Pour une famille, cela signifie pouvoir planifier une consultation médicale sans parier sur l'état du chemin. Pour un élève, ou aussi rejoindre l'école avec régularité au lieu d'alterner présence et absence. Pour un petit commerçant, transporter une production au moment opportun plutôt que d'attendre que l'accès redevienne possible, aucun changement n'est spectaculaire isolément. Ensemble, ils transforment la manière de vivre un territoire, parce qu'ils remplacent l'improvisation par une routine. Il y a aussi un effet plus discret, la confiance. Quand les habitants participent à la collecte et à la mise en place, ils comprennent la logique du chantier. La route n'est plus un objet extérieur dont on subit la dégradation. Elle devient un bien collectif dont on connaît les limites, les gestes d'entretien et les signaux d'alerte. Ce passage d'une dépendance passive à une implication active modifie la relation au développement, car il rend les résultats discutables et les erreurs réparables. Enfin, le spectateur est invité à regarder une chose simple,
La continuité. Une route qui tient quand les autres cèdent ne rend pas la vie facile. Elle la rend prévisible. Et la prévisibilité change des choix. Quand partir? Quoi vendre? Où se soigner? Quand envoyer un enfant à l'école? Ce sont des décisions modestes, mais elles s'additionnent. L'histoire ne demande pas d'admirer une innovation. Elle demande de mesurer ce que vaut une routine qui tient. C'est là que l'effet devient durable. Pour que l'initiative dépasse le pilote et s'inscrive dans la durée, une logique de mise en œuvre doit être aussi claire que la preuve sous la pluie. La première étape concerne la collecte. Sans flux régulier de pneus usagés, la méthode perd son socle. Il faut des points de dépôt identifiés, des circuits de récupération stables et une coordination locale capable d'absorber les variations saisonnières. L'objectif n'est pas de constituer un stock ponctuel, mais d'assurer une alimentation continue des chantiers. La deuxième étape porte sur la transformation. Trier, nettoyer et préparer les pneus exige des gestes reproductibles. Des formations courtes, ciblées, évitent l'improvisation et garantissent une qualité homogène. Cette phase conditionne la durabilité de la route autant que la crédibilité de la méthode face aux critiques techniques. Si la préparation varie trop, la route devient un assemblage aléatoire. Si elle est standardisée, elle devient un produit maîtrisé. Puis vient la pause, strictement alignée sur les usages visés. Les axes concernés ne sont pas conçus pour un trafic intensif, mais pour garantir une praticabilité constante pendant la saison des pluies. Maintenir cette adéquation entre conception et usage réduit les surpromesses et rend l'évaluation honnête. Une étape, souvent négligée, suit immédiatement. L'entretien. Une route qui tient doit aussi pouvoir être réparée rapidement avec les mêmes ressources locales. Des routines simples, intégrées aux communautés, permettent d'intervenir avant que les dégradations ne deviennent critiques. Enfin, la mesure relie l'ensemble. Coût, durabilité, participation locale et continuité d'accès doivent être suivis de manière transparente avec des indicateurs lisibles. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant une méthode plus qu'un symbole. Qui fait quoi, quand et comment sait-on que cela fonctionne? Si ces réponses restent alignées, l'extension devient défendable. Si elles se contredisent, la confiance s'effondre. Le récit revient à ce qui semblait secondaire au départ. Une route, un village, un trajet redevenu possible quand tout autour se dégrade. On retrouve le chef d'équipe local, celui qui comptait les pneus, organisait les dépôts, réglait les retards et transformait une idée en gestes répétés. Sa présence rappelle une vérité simple. Une politique n'existe que lorsqu'elle se laisse exécuter par des mains ordinaires, dans la boue, au rythme du terrain. En suivant cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un visionnaire isolé, ni comme un gestionnaire froid. Il incarne un choix assumé. Accepter l'incertitude d'une solution locale plutôt que la certitude coûteuse de modèles importés. Ce choix n'efface pas les risques. Il les rend visibles, discutables, corrigeables. Et c'est précisément cette visibilité qui fait la différence entre un symbole et une méthode. La route en pneus recyclés n'est pas présentée comme une réponse universelle. Elle agit comme un miroir. Que se passe-t-il quand une communauté peut réparer, maintenir et comprendre ce qui la relie au reste du pays? À cet instant, l'infrastructure cesse d'être abstraite. Elle devient relationnelle, presque intime, parce qu'elle reconnecte l'accès à une forme de confiance collective. Une chose demeure, au-delà des débats, quand une route tient, la promesse devient crédible. Ibrahim Traoré le sait, et c'est pour cela que l'histoire ne se termine pas par un slogan, mais par une continuité qui résiste. Cette histoire ne demande ni adhésion immédiate, ni verdict définitif. Elle invite à un déplacement du regard. Observez comment une solution locale, imparfaite mais fonctionnelle, peut réorganiser des priorités longtemps considérées comme figées. Une route faite de pneus recyclés n'impose pas un modèle. Elle propose une expérience visible, critiquable, améliorable et donc gouvernable. L'enjeu, au fond, est une question de critères. Comment juger une initiative publique? Par son élégance technique, par son alignement sur des standards internationaux ou par sa capacité à résoudre un problème concret là où il se pose réellement? L'exemple du Burkina Faso suggère que ces critères entrent parfois en tension et que le choix n'est jamais neutre.
Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se transmet et se corrige devient un modèle possible. Le débat reste ouvert, et c'est là sa valeur. Ce type d'approche peut-il transformer durablement des trajectoires de développement, ou restera-t-il cantonné à des contextes spécifiques? Quelles limites doit-on accepter pour gagner en autonomie et quelles garanties faut-il exiger pour éviter l'illusion? Ce sont des questions que chacun peut porter, même sans être ingénieur. Si vous voulez prolonger la discussion, vous pouvez dire ce qui vous paraît le plus décisif. La preuve sous la pluie, les économies, l'emploi local ou le risque de généraliser trop vite. Et surtout, à vos yeux, qu'est-ce qui fait qu'une politique devient durable ?